Bien, je vous propose de débuter. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être nombreux pour ce symposium AFDN Nestlé. Alors, je suis Ghislain Grodin-Rimbert, donc président de l'AFDN, et je suis accompagné de Sylvie Villemain, directrice de Nestlé France. Nutrition. On vous présente à l'occasion de ce symposium les résultats d'une enquête menée conjointement entre nos deux entités qui vise à comprendre les rôles des diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes dans le champ de l'alimentation durable. Donc on s'est associé avec Nestlé dans le but de faire dialoguer en tout cas la vision des professionnels de santé que représentent les diététiciens nutritionnistes et l'industrie agroalimentaire sur cette question d'alimentation durable, parce qu'il nous semblait que les deux parties avaient ce sujet à cœur et travaillaient de façon importante sur ce sujet pour améliorer nos pratiques d'une part, et puis du côté Nestlé, améliorer l'offre produit. Et on vous proposait de continuer ce dialogue avec vous à l'occasion de ce symposium. Je te laisse la parole, Sylvie. Merci. Tu veux rajouter quelques mots. Alors, avant de développer effectivement le pourquoi de ce sujet chez nous, juste vous expliquer qu'effectivement, au niveau de notre groupe, pour la zone Europe, il y a un partenariat qui a été mis en place justement avec l'EFAD, qui est l'Association européenne des diététiciens, et qui nous a inspiré effectivement quand on a vu que la France n'avait pas beaucoup de répondants dans l'enquête qui a été mise en place. Et en fait, notre vocation avec NutriPro notamment, que vous connaissez peut-être, est de faire des outils, de vous proposer des outils pour guider vos patients sur les principaux thèmes d'actualité. Donc l'alimentation durable en est un. Et avant toute chose, il nous paraissait logique d'aller chercher, le niveau d'enseignement que vous aviez sur ce sujet-là, et surtout quelles étaient vos attentes. Donc c'est ce que Ghislain développera juste après. Moi, ce que je voudrais juste partager avec vous, c'est qu'on a aujourd'hui parfois tendance à réduire dans certaines entreprises l'alimentation durable et le rôle de la nutrition à la place du végétal. C'est effectivement un levier extrêmement important. Néanmoins, c'est une vision qu'on peut élargir puisque, alors pour avancer les diapositives, je fais moi. Voilà. Il faut se remettre peut-être dans une vision un peu plus globale. Vous connaissez peut-être le concept des limites planétaires qui définit en fait un espace de développement sûr et juste pour l'homme au travers de 9 processus naturels que vous voyez ici. Et ils sont déterminants pour l'équilibre des écosystèmes à l'échelle planétaire. Donc je ne vais pas développer, mais juste vous faire le lien avec la nutrition. Et vous allez voir que plus concrètement, on voit que la nutrition fait un lien entre chacun de ces processus qui évoquent évidemment surpoids et obésité, comportement alimentaire, inégalité sociale et de santé, contexte familial ou encore accès à la prévention et à l'éducation alimentaire. Donc de nombreux déterminants entrent en jeu. Quand on regarde la définition que propose le PNNS sur l'alimentation durable, eh bien, on voit qu'elle englobe tous ces déterminants, puisqu'elle définit l'alimentation durable comme une alimentation respectueuse de l'environnement, accessible économiquement, socialement équitable, qui vise à nourrir les femmes et les hommes en qualité et en quantité suffisante pour aujourd'hui et pour demain. Alors, une fois la définition posée, pour un acteur important de l'industrie agroalimentaire que nous sommes, la question est effectivement comment est-ce qu'on prend en compte l'ensemble de ces évolutions, de cette vision, et on réalise qu'effectivement, on a conscience des enjeux puisqu'on adresse beaucoup de choses sur le plan environnemental, mais aussi sur le plan nutrition. Mais on est surtout conscient de notre responsabilité et de notre rôle pour faire accélérer les choses. Donc on a un impact important, c'est vrai,
et on en a conscience et on a envie de faire avancer les choses. Le service nutrition, il est composé de diététiciens et de nutritionnistes, donc un mélange ingénieurs et personnes de la fonction de diététique. Et on voit notre rôle aussi comme l'occasion de l'interne, d'écouter l'externe, de faire le pont avec l'ensemble des challenges auxquels nous sommes confrontés et de faire avancer peut-être plus vite les choses dans notre société. Cela se traduit par notre raison d'être. Alors, pardon, oui, pour aller un peu sur la pratique de ce que ça implique pour nous, eh bien, c'est des enjeux qui doivent être pris en compte à chaque étape du cycle de vie de nos produits. Que ce soit la production agricole, la qualité nutritionnelle des matières premières, c'est une vraie question sur laquelle on a besoin d'avancer encore un peu plus pour faire le lien justement avec la transformation. Quel est le rôle et l'impact des process sur le profil nutritionnel? Ce sont des questions clés sur lesquelles on travaille. Le transport et la logistique, pour nous, ça veut dire aussi maîtriser la qualité, former les collaborateurs, mais aussi optimiser les trajets et les chargements. Sans compter, effectivement, la consommation et l'utilisation. Je n'ai pas abordé le sujet du packaging, c'est un sujet sur lequel on avance énormément aussi, avec cette vision de développement durable. La consommation et l'utilisation, c'est l'équilibre alimentaire et des portions responsables. Je vais aller assez vite. Et l'emballage que voilà, c'est de la transparence de l'information, de la communication responsable et bien sûr l'emballage lui-même en termes d'impact. Donc, ce qu'on voit, c'est que dans cette notion de durabilité, il y a une vision beaucoup plus holistique. En fait, le consommateur, quand on l'interroge, il pense, et à juste titre, que la santé de la planète va avec sa propre santé. Donc c'est aujourd'hui impossible de ne pas considérer que la nutrition ne fasse pas partie de la feuille de route RSE, comme on dit, dans nos entreprises, et qu'on ne réfléchisse pas ensemble, d'autant que la nutrition, ce n'est pas un sujet sur lequel on avance aujourd'hui, mais qui a été mis en place, des réflexions qui ont été mises en place depuis les années 2000, avec la création de notre département. Je dirais que même auparavant, ce n'était pas dans le département, mais je faisais partie des personnes qui posaient des questions aussi déjà dans l'entreprise. Donc, notre mission, c'était effectivement de vous proposer des outils, mais auparavant de vous les proposer au sein de cette plateforme que vous connaissez. Donc, c'est un écosystème qui est dédié à la nutrition, pensé pour les professionnels de santé et vous donner des outils développés à partir de vos attentes pour vous aider à accompagner vos patients sur ce développement durable et sur ce que ça implique pour l'alimentation et la façon dont vous pouvez guider. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Ghislain qui va revenir et qui va vous donner les principales conclusions de l'enquête que nous avons menée auprès des diététiciens français via la DLF. La FDN, pardon. Ça montre mon ancienneté dans la nutrition. Donc ça, c'est un peu le cheminement, je peux peut-être terminer, c'est le cheminement de la réflexion qui a débuté avec l'EFAD, où a été réalisé ce questionnaire. Donc l'EFAD, l'association européenne des associations de diététiciens qui regroupe les associations de plusieurs pays, où a été fait ce questionnaire. Alors plutôt en anglais, donc les répondants étaient très anglophones et peut-être pas assez représentatifs de la population des diététiciens et diététiciennes françaises. Donc c'est aussi ce qui a justifié la déclinaison de ce questionnaire spécifiquement sur le territoire français, ce qui a amené à ce partenariat, à l'enquête en elle-même, puis la synthèse des résultats et aujourd'hui sa présentation et demain un webinaire dédié à la question qui aura lieu le 30 novembre, mais on va y revenir. Donc, place et rôle des diététiciens nutritionnistes en matière d'alimentation durable. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous l'avez compris. Donc, on va détailler ensemble le contexte, les objectifs de cette enquête avant de voir la méthode, bien sûr les résultats, c'est ce qui vous intéresse,
et les conclusions, et ensuite une discussion qu'on pourra mener ensemble dans un temps d'échange dédié. Alors avant de parler d'alimentation durable, il est bien, et moi je me suis aperçu aussi de cela, c'est que ce n'est pas forcément mon domaine d'activité, puisque j'étais plutôt dans un exercice clinique, dans le champ d'une activité dédiée à l'oncologie et la gastro-entérologie. Donc l'alimentation durable, je m'en sentais plutôt éloigné. Je m'en suis beaucoup rapproché avec ce travail, et au final je me suis dit, mais de quoi parle-t-on quand on parle d'alimentation durable? Je pense qu'il est important de débuter un tel propos en rappelant la définition donnée par la FAO, l'autorité de santé américaine, qui nous dit que l'alimentation durable est des régimes alimentaires, au pluriel, ayant de faibles conséquences sur l'environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à une vie saine pour les générations actuelles, nous, et futures, les enfants et les futures générations. Alors la FAO ne s'arrête pas ici. Elle donne plus de détails à cette définition en nous disant que ces régimes alimentaires durables doivent contribuer à protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes. Donc c'est le petit cercle bleu environnement représenté ici. Sont culturellement acceptables, donc c'est l'aspect socioculturel, le cercle jaune. Économiquement équitable, donc le cercle vert socio-économique sur le schéma. Abordable également, et nutritionnellement sûr et sain, donc c'est le cercle gris, et qui permettent d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Donc vous voyez, l'alimentation durable se situe dans un petit interstice qui nous définit notre zone de travail, et qui cette petite zone prend en compte toutes ces dimensions, et sont pour nous des contraintes. Mais j'aime dire que la contrainte est source de créativité. Et c'est à nous de trouver des solutions, professionnels de santé, industrie agroalimentaire, pour trouver des solutions pour la mise en place d'une alimentation plus durable au vu des enjeux que nous connaissons. Donc, le cadre est posé, notre zone de travail, notre lieu de travail est ainsi défini. Il faut savoir, ça ne vous a pas échappé, c'est que il y a une évolution forte des préoccupations des Français, mais je pense qu'on peut en Europe faire le même constat quant à l'impact environnemental de leur consommation, de leur mode alimentaire. Et puis il faut dire, on l'aura compris aussi, d'autant plus avec l'été que nous venons de passer, qu'une prise de conscience pour nous tous que l'alimentation est un enjeu majeur de notre siècle. Et aussi parce qu'on prévoit un doublement des besoins alimentaires à l'horizon de 2050. Alors avec plusieurs causes, la hausse démographique mondiale bien sûr, les évolutions des régimes alimentaires, tout cela dans un contexte de changement climatique et de réduction nécessaire de l'empreinte écologique humaine. Donc ça c'est l'agence de transition écologique qui nous le dit. Donc pour nous, diététiciens, diététiciennes, cela pose la question de savoir quels sont les rôles en tant que professionnels de santé pour favoriser une alimentation plus durable dans tous les secteurs d'activité qui nous concernent. On va le voir, il y a le sujet de la restauration collective, de l'offre alimentaire, le sujet de la pratique clinique, de la santé publique également, de la promotion et de la prévention en santé. Alors pourquoi cette enquête? Je l'ai dit en introduction, il nous semblait intéressant en tout cas de collaborer, de croiser nos regards sur cette question, parce qu'il serait sans doute maladroit de venir mettre le voile sur le rôle de l'industrie agroalimentaire, de ses pratiques en termes on l'a vu avec Sylvie juste avant, et d'efforts pour favoriser une alimentation plus durable. L'idée de cette enquête, donc il y a des résultats qui mènent à des discussions, mais l'idée est bel et bien de définir des actions concrètes, alors du point de vue de l'agroalimentaire, de Nestlé, et du point de vue aussi des professionnels que nous sommes. Et puis il faut rappeler que le sujet de l'alimentation durable, c'est un sujet qui nous préoccupe à l'association, puisque vous savez, se déroule tous les ans une assemblée générale où sont votés des objectifs annuels. Et cette année, a bel et bien été voté cet objectif de
prise en compte, en tout cas, de cette question de l'alimentation durable dans les travaux de la FDN pour favoriser, en tout cas, une pratique, encourager des pratiques sur ce sujet pour chaque professionnel. Il y a un constat à faire aussi, c'est que notre formation initiale donne très peu de moyens, de connaissances sur le sujet de l'alimentation durable. J'ai repris les référentiels pour vous le montrer. Le référentiel du BTS qui a été actualisé en 2019, sans concertation avec la FDN, je le précise, on le regrette, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'enseignement spécifique en BTS à ce jour. On a quelques sensibilisations, on le voit en économie-gestion et en activité technologique d'alimentation. Pour le bachelor universitaire de technologie, je le rappelle, qui remplace le diplôme universitaire de technologie depuis 2021, donc un diplôme de niveau licence, de grade licence. On note une légère marche en avant, si on peut dire. Alors vous savez que le but est constitué de telle façon que le référentiel de formation dépend de 70% d'un programme national et de 30% dans son enseignement, dans ses enseignements, d'adaptation locale qui dépendent des IUT. Donc ici, je vous présente les ressources, les enseignements qui dépendent de l'enseignement national. Donc on a au total 10 heures d'enseignement dédiées à l'alimentation durable dans un cursus de 3 ans, c'est-à-dire de 2000 heures. Tout compris, projets tutorés, enseignements magistraux, TP, TD. Donc on voit que les futures générations, les jeunes générations de diététiciens et diététiciennes vont être très peu armés sur ce sujet de l'alimentation durable. Et c'est un paradoxe quand on voit et quand on saisit véritablement les enjeux qui attendent les populations et notre profession sur cette thématique. Donc l'objectif de l'enquête, c'était d'évaluer auprès de vous, auprès de l'ensemble des diététiciens, la perception, évaluer les pratiques, les besoins et la place aussi que se donnent les professionnels en matière d'alimentation durable. En termes de méthode, on a construit un questionnaire, on a co-construit un questionnaire ensemble. On a très simplement utilisé l'outil Google Forms et on a diffusé cet outil via la plateforme NutriPro qui a été présentée par Sylvie à l'instant, donc via Internet, et par le biais de notre site web AFDN et nos réseaux sociaux. Donc l'enquête s'est déroulée du 16 mai au 16 juin 2022, donc elle est toute récente, avec un levier motivationnel. On avait envie aussi de récompenser, c'est pas rien de compléter les enquêtes, il y a de plus en plus d'enquêtes auxquelles on doit répondre, on est très sollicité. Donc pour encourager en tout cas les professionnels à répondre, on offrait sur tirage au sort pour les personnes qui le souhaitaient un abonnement à notre revue Information diététique. Et ça a plutôt bien marché quand on analyse les résultats. Avant de s'intéresser au profil des répondants, il y a un résultat qui est un résultat en soi, c'est-à-dire qu'on note 530 répondants en un mois sans relance régulière, c'est-à-dire qu'on a fait une communication au départ, on n'a pas forcément relancé, et on a eu 530 répondants, qui est un échantillon assez significatif et qui nous dit déjà que la question intéresse les diététiciens et les diététiciennes et qu'on est loin, malgré une formation initiale carencée sur le sujet, on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se joue pour la profession. On va bien sûr détailler les choses. En premier lieu, quel est le profil de ces répondants? Quels ont été ces diététiciens, diététiciennes à répondre? On s'aperçoit qu'on note la participation des diététiciens, diététiciennes dans les principaux domaines d'expertise que l'on connaît. Alors, en majorité, des personnes qui exercent une activité clinique en établissement de soins, à près de 39%. Près de 16% de personnes travaillent dans le champ de la prévention, de la promotion de la santé, en santé publique, en prévention primaire notamment. La restauration collective à près de 9% et le statut d'indépendant est représenté à hauteur aussi de 9%. En termes d'années d'expérience, il y a un chiffre qui est assez marquant. On a près de 34% des répondants qui ont
une ancienneté, on va dire, en tout cas qui sont arrivés dans la profession depuis moins de 5 ans. 14% ont une expérience entre 5 et 10 ans, 28%, donc un peu plus, entre 10 et 20 ans, et près de 24% avec un exercice qui est de plus de 20 ans. Donc on voit, si on fait la synthèse, que plus de la moitié, en tout cas des répondants, ont plus de 10 ans d'expérience. Mais on voit déjà que la jeune génération, même si elle n'a pas eu d'enseignement théorique, est très intéressée par le sujet. Sans doute parce que cette génération a aussi l'habitude des canaux que nous avons utilisés, à savoir Internet, le questionnaire qui se remplit facilement. L'intérêt, on a posé la question de l'intérêt que portent ces professionnels pour l'alimentation durable. C'est la première question qu'on avait envie de poser naturellement. Et là, le chiffre est assez marquant. 96% marquent un intérêt marqué pour la question de l'alimentation durable. Alors vous allez me dire aussi, les personnes qui ne sont pas intéressées ne répondent pas au questionnaire, c'est vrai. Mais celles qui répondent au questionnaire le font parce que le sujet les intéresse. Et que sans doute, elles étaient curieuses de savoir la nature de ces questions. Et là aussi, on se rend compte que les répondants, à près de 80%, plus de 80%, prennent en compte des données, sans doute scientifiques, mais en tout cas les fondements de l'alimentation durable dans leur pratique, donc c'est-à-dire dans un exercice clinique, dans le champ de la santé publique, en restauration collective ou dans une activité d'indépendant. Et quand on demande c'est quoi pour vous l'alimentation durable, sans surprise, c'est plutôt rassurant. 50% des réponses vont dans le sens, dans la traduction de la définition de la FAO, qui nous parle d'approvisionnement local, qui nous parle de lutte contre le gaspillage, de pollution, de limitation de pesticides, de préservation des ressources. Bien sûr, la notion de respect de l'environnement et de la qualité nutritionnelle ressort également. Donc on nous parle pour le bien-être, on nous parle de santé humaine qui répond aux enjeux de santé. Ça, c'est assez naturel. En tant que professionnel de santé, on s'imagine bien que l'aspect répondre à ces besoins est important pour nous. Et respectueux et en troisième position sont notées les dimensions économiques de l'alimentation durable, avec la prise en compte des besoins nutritionnels d'une part, mais aussi des aspects environnementaux, sociaux et économiques. Donc on revient sur cette définition de la FAO. Donc tout cela nous donne l'impression que les choses sont acquises pour les diététiciens. Mais il y a encore des pistes d'amélioration, on le verra juste après. L'état des lieux des perceptions et des connaissances qu'ont les diététiciens en matière d'alimentation durable. Quand on leur demande « c'est quoi pour vous une alimentation durable ?» Alors on a choisi le mot régime, mais on aurait pu mettre alimentation, qui est moins connoté dans nos sociétés. Le premier résultat est assez marquant. 84% des répondants pensent qu'une alimentation durable, c'est une alimentation, bien sûr, qui est bonne pour la santé et l'environnement. Arrive ensuite l'aspect plaisir. 60% pensent que l'alimentation durable doit aussi concilier les notions de plaisir alimentaire. Et c'est peut-être une notion sur laquelle les diététiciens insistent et peut-être une notion dont on est garant. C'est-à-dire que manger sainement est une chose, mais y trouver du plaisir, c'en est une autre, du goût également, parce que sinon on sait bien qu'on ne mange pas des repas qui ne nous font pas plaisir. Juste après, une alimentation durable à 67% garantit des conditions d'élevage responsable, en termes d'élevage animal, de pêche responsable par exemple. 60% pensent que l'alimentation durable doit exclure les aliments ultra transformés. Donc pour 60% d'entre eux, les aliments ultra transformés ne sont pas compatibles avec une alimentation durable. 50%, la moitié, pensent que l'alimentation durable ne doit pas exclure les produits animaux. Ça, c'est intéressant, on va y revenir juste après, on va détailler cette donnée. 50% pensent que cette alimentation doit couvrir les besoins nutritionnels. Ça, c'est assez étonnant, C'est quelque chose, 57%, ça paraît peu,
on s'attendrait à du 90% parce que c'est une de nos missions dans nos populations d'assurer, on est les garants de la couverture des besoins nutritionnels dans nos activités. Et 43% pensent qu'une alimentation durable doit être abordable. Ça aussi, c'est assez étonnant parce qu'une alimentation qui n'est pas abordable, n'est pas accessible, pose problème. Mais c'est un résultat qui, je suis sûr, ne manquera pas de générer des discussions. Alors, quel type d'alimentation sont considérés comme durables pour les diététiciens? Et une majorité pense que l'alimentation méditerranéenne, à 86, plus de 86% pensent que l'alimentation méditerranéenne correspond à une dimension, à une pratique d'alimentation plus durable. Alors l'alimentation méditerranéenne répond en plusieurs points aux critères de l'alimentation durable sur la consommation de viande rouge par exemple, de légumineuses, la limitation des produits laitiers également. Le régime, l'alimentation flexitarienne, qui est cité à près de 68%. Et on voit que l'alimentation végétalienne et végétarienne, on a des avis plus mitigés en rapport avec cette consommation de viande qui, on le sent, interroge en tout cas les répondants et les diététiciens et diététiciennes. Est-ce que la consommation de viande est compatible ou non avec une alimentation durable? C'est sans doute ce que traduisent ces résultats. L'alimentation scandinave est une alimentation qui mise sur la consommation de poissons, gras, non gras. Et vous vous posez sans doute la question de c'est quoi cette alimentation, ce régime Afteres. Je ne sais pas si vous connaissez. Si, moi je ne connaissais pas jusqu'ici. Donc je le rappelle, 60% de protéines, consommation de 60% de protéines végétales, 40% de protéines animales, en gros. Et là, on a posé la question, on a donné une liste d'aliments et la question était de savoir, selon vous, est-ce que ces aliments ont un impact environnemental? Est-ce que ces aliments sont compatibles avec une alimentation durable? On se rend compte que pour les fruits et légumes, légumineuses, tubercules, fruits à coque, on est dans l'estimation d'un impact plutôt faible environnemental. Ce qui n'est pas le cas des produits animaux, avec des résultats qui peuvent prêter à des discussions également. Alors, on voit que, donc je le rappelle, parce qu'il y a beaucoup de rouge et beaucoup de bleu, donc le bleu signe un impact estimé vraiment élevé et plutôt élevé pour le rouge. Donc on voit que les alternatives végétales à la viande, à 44%, sont estimés comme ayant un impact plutôt élevé environnemental. Et on retrouve le même chiffre à peu près pour les alternatives végétales aux produits laitiers. Au niveau des produits carnés, alors le bœuf, on le voit à 64%, est estimé dans les moyens d'élevage comme ayant un fort impact environnemental. La volaille également, le poisson aussi, ainsi que les produits laitiers. L'avis est plus mitigé par rapport à la consommation, à la production d'œufs, où là, on se rend compte qu'il y a des estimations au-delà, vers 30%, 28% d'impact plutôt faible, et 33% pour un impact estimé assez élevé. L'évolution des comportements, on a demandé à nos collègues leur avis sur les personnes qu'ils, elles, accompagnent au quotidien, les convives, les patients, les personnes, les consultants. Et on se rend compte que l'intérêt des patients, des convives, sur les questions en lien avec l'alimentation durable est plutôt moyen à élevé, donc 4 fortement élevés, 1 pas très intéressé par le sujet. Donc on voit qu'on a en tout cas un intérêt pour ces questions. Ce qui n'est pas étonnant, on le voit du point de vue sociétal,
que la question de l'alimentation préoccupe de plus en plus, et peut-être que l'émergence de différents modes alimentaires, flexitariens, végétariens, afteres, le montre. Et les collègues font cette observation parce que pour eux, près de 80% des personnes prises en charge changent leur comportement. Et on a demandé à nos collègues de savoir quelles étaient les questions des patients sur ce sujet. Qu'est-ce qui les intéresse, sur quoi, quels sont les axes sur lesquels il faudrait répondre et de fait être compétent en tant que diététicien et apporter des réponses pratiques pour impulser des changements de comportement chez les consommateurs mangeurs. Donc à 72%, on retrouve la question de la réduction de consommation de viande, ce qui n'est pas très étonnant vu les dernières actualités, les différents textes de loi comme la loi Egalim qui a mis en lumière en tout cas le sujet de la consommation de viande. 63% questionnent, selon les diététiciens, sur les aliments biologiques, 60% sur le fait maison, 55% sur la limitation, l'arrêt de produits ultra transformés. Faut-il encore faire la différence entre produits transformés et ultra transformés, hein, c'est une différence qu'il faut aussi rappeler. Mais là, la réponse est bel et bien sur les aliments ultra transformés. 53% sur la consommation de fruits et légumes de saison, la saisonnalité. On en a parlé ce matin avec nos orateurs. 51% sur, vous savez, cette croyance très ancrée dans la société des super aliments. Et là aussi, il nous faudrait informer selon les répondants sur ce sujet. Il y a des sujets qui ne sont pas ou peu abordés. La consommation, l'alimentation hors foyer avec la question de la livraison à domicile, toute la question des produits labellisés. Vous savez qu'il existe un grand panel de labels maintenant. Et aussi, de façon plus étonnante, la question du gaspillage alimentaire. C'est étonnant parce que la question du gaspillage alimentaire permet... Quand on se souvient du dessin qui illustrait la définition de la FAO, mais la question économique est une question centrale dans l'alimentation durable et on peut s'imaginer que faire des économies par la limitation du gaspillage alimentaire pourrait permettre de changer nos modes alimentaires vers des modes alimentaires plus vertueux en termes d'alimentation durable. Et les diététiciens, on a noté dans cette enquête que les diététiciens ont besoin d'informations sur l'alimentation durable avec un chiffre très étonnant. Si 96% des répondants étaient intéressés par la question de l'alimentation durable, seuls 15% s'estiment être formés sur ce sujet. Donc vous voyez le travail qui reste à faire par la formation initiale. Je pense que là, c'est un grand travail de la FDN et des autorités compétentes pour aller vraiment enrichir les référentiels de formation initiale de ces sujets et la formation continue, bien sûr. Et quand on leur pose la question à nos collègues de savoir si elles se sentent l'importance d'être formées sur le sujet, on nous répond globalement de façon très importante et importante, quasi à 99%, que oui, il y a un besoin de formation. Donc ça, c'est un vrai résultat pour nous de développer déjà au sein de la FDN une offre de formation axée sur l'alimentation durable et puis, bien sûr, par d'autres moyens. Et quand on questionne nos consoeurs, nos confrères sur quels outils finalement vous avez besoin, on nous répond à 73% des outils pour guider les patients vers une alimentation plus végétale et plus durable, donc des outils pratiques. 69% des repères simples pour appliquer les principes de l'alimentation durable sur différents aspects, donc sur différentes populations. À 63% de l'information sur certains ingrédients qui défient l'actualité, par exemple,
le soja, les additifs. On parle récemment du dioxyde de titane. Nos collègues suisses, la législation en Suisse a évolué sur ce sujet avec une interdiction très récente. En cas de 52% réclament une revue scientifique, donc de l'information régulière basée sur des données probantes sur lesquelles les diététiciens pourraient s'appuyer pour faire évoluer leurs pratiques et répondre à leurs besoins. Et 51% nous parlent d'une formation dédiée sur l'alimentation durable. Quels sont les leviers pour nos collègues répondants pour faire changer les comportements? On note sur cette question à 84% la mise en avant des bénéfices dans une consultation, par exemple, de l'alimentation durable sur la santé de l'individu. Indiquer les économies liées à la réduction ou à la suppression du gaspillage alimentaire à 63%, qui peut être un levier, on l'a dit, pour la mise en place, en tout cas changer des comportements et la mise en place d'une alimentation plus durable. Et 54%, j'ai envie de dire seulement, soulignent les bénéfices aussi avec leurs patients de cette alimentation qui serait plus durable chez eux sur la santé de la planète, finalement. Et c'est ça qui est assez intéressant, et je reprends, Sophie en a parlé, du concept de santé globale. C'est-à-dire que les diététiciens, forcément, en termes de professionnels de santé, on est axé sur la santé des personnes, des individus ou des groupes de personnes quand on fait des actions de prévention, de promotion de la santé. Mais on oublie, et moi le premier, d'englober, en tout cas dans notre discours, l'idée que la santé, elle est individuelle, mais elle est aussi globale, et que les enjeux nous dépassent et s'inscrivent, plutôt que nous dépasser, nous s'inscrivent en tout cas dans quelque chose de collectif et d'une responsabilité collective. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est pas le tout de dire il faut que vous changiez parce que sinon on va tous mourir à cause de vous. Ces discours, bien sûr, sont pas compatibles, mais c'est travailler sur ces questions de santé globale, et c'est peut-être un concept sur lequel travailler, sur lequel on pourrait s'axer dans de futures créations d'outils ou de formations. Avec des connaissances, c'est ça qui serait intéressant en formation initiale également, mais en termes d'agronomie, par exemple, gestion des sols aussi, voilà, intégrer toutes ces questions. On a fait des croisements de nos données, en premier lieu par domaine d'expertise. C'est assez intéressant. On s'aperçoit que les diététiciens et diététiciennes en restauration collective, qui étaient peu nombreux à répondre, mais ils estimaient qu'elles étaient très intéressées en grande majorité par le sujet de l'alimentation durable. Viennent ensuite les diététiciens en santé publique. Alors, restauration collective, sans doute, parce que la mise en œuvre de la loi Egalim revient aux diététiciens, aux diététiciennes. Donc, clairement, c'est une part importante de leur activité et de leurs connaissances. Viennent ensuite les diététiciens en santé publique. Là aussi, peut-être que des actions de promotion, de prévention se développent de plus en plus en prenant en compte le concept de santé globale. Je ne dis pas que, en tout cas, cet aspect n'est pas pris en compte chez nos collègues. Et viennent ensuite les diététiciens en établissement de soins, dans une activité clinique, où effectivement, quand on rencontre un patient à l'hôpital qui est pris en charge par une pathologie, on ne va pas forcément jusqu'à l'alimentation durable. On a un premier objectif, c'est faire en sorte que notre patient mange et qu'il ne pâtisse pas de problèmes nutritionnels. Donc forcément, peut-être que c'est ce qui explique l'intérêt plus pondéré, mais avec des personnes qui sont globalement très intéressées avec cette activité clinique. L'intérêt des patients sur le sujet. Et les patients sont globalement intéressés par le sujet, mais on voit que c'est encore une fois en restauration collective que le sujet est le plus évoqué, peut-être par des parents dans la restauration collective pour l'enfant qui se sentent impliqués pour l'avenir de leurs enfants. C'est une hypothèse en tout cas. Sans doute que des données dans la littérature existent. Viennent ensuite les diététiciens, encore une fois, en santé publique et les diététiciens cliniciens, enfin.
Est-ce que nos collègues tiennent en compte l'alimentation durable dans leur pratique? Un oui franc pour nos collègues de restauration collective. Un oui très franc, certes un peu moins, mais en santé publique. Et un oui franc et encore un peu moins pour nos collègues de cliniciens. On voit tout de même que le sujet est central et qu'on a ce travail à faire pour, d'une part, positionner dans notre système de soins le diététicien sur ces problématiques, qu'on ait des textes officiels, d'autant plus pour positionner le diététicien, et d'autre part, donner de la formation, parce qu'on voit qu'une seule chose, c'est que les diététiciens et diététiciennes sont prêtes et prêts, et agissent déjà d'ailleurs sur ces questions. L'importance d'être formé sur l'alimentation durable. Alors cette fois-ci, on a un gradient, toujours en restauration collective, où l'intérêt est marqué. Ensuite, l'intérêt marqué davantage chez les diététiciens en établissement de soins médico-social. Et enfin, pour les diététiciens en santé publique. Par année d'expérience, c'est assez intéressant aussi. On se rend compte qu'il y a un effet générationnel qui ne dépend pas de la formation initiale, parce qu'elle était globalement la même pendant 20 ans. Ça, on en a tous conscience. Mais on se rend compte que nos jeunes collègues diplômés depuis moins de 5 ans marquent un intérêt très marqué pour le sujet de l'alimentation durable, sans doute par inquiétude. Je ne sais plus quel est le terme pour décrire cette anxiété liée au climat. J'entends pas. Merci. Donc sans doute qu'il y a ce que je décris par un effet générationnel. Et on a ce gradient ensuite avec les personnes qui ont une expérience de 5 à 10 ans, puis une expérience de 10 à 20 ans, et les personnes, nos collègues qui ont une expérience depuis plus de 20 ans marquent un intérêt moins marqué, qui n'est pas nul, loin de là. Le vert nous décrit un intérêt assez marqué tout de même. Donc les personnes qui ont une pratique depuis plus de 20 ans marquent tout de même un intérêt, mais on voit qu'il y a quand même ce gradient qui est assez intéressant et révélateur de notre société aussi. Et à nos collègues, on a enfin posé la question de la prise en compte de l'alimentation durable, avec encore une fois une interprétation par rapport aux années d'expérience. Là aussi, on note un effet générationnel avec nos collègues avec moins de 5 ans de pratique qui intègrent avec un oui franc l'alimentation durable dans leur pratique. Et on poursuit ce gradient jusqu'à nos collègues avec une expérience de plus de 20 ans qui intègrent pour moitié cette dimension. Donc il va falloir, c'est un enjeu pour nous, d'aller chercher ces personnes aussi pour... alors avec de la formation ou non, mais peut-être que les choses vont se faire petit à petit, mais notre but, c'est de les amener petit à petit à réfléchir sur ces questions pour adapter les pratiques. Nous sommes des professionnels de santé, on en parlera samedi, mais avec une obligation en tout cas, de se former de façon continue, de façon à répondre aux besoins de santé des populations qui évoluent sans cesse. Donc on ne peut pas être crédible aux yeux de nos politiques si on marque une pratique qui n'évolue pas et qui peut être reconnue comme un peu datée. Et il y a des considérations de qualité de soins. En termes de conclusion, je pense qu'on sera bon au niveau timing. Donc le sujet, vous l'avez compris, est d'intérêt, il n'y a aucun doute pour les diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes. Ils estiment pouvoir jouer un rôle auprès des patients, des convives, et au-delà d'estimer, ils jouent déjà un rôle, ça paraît assez clair avec ces données également. Mais toutefois, il y a un manque d'outils pour guider, en tout cas, la transition des pratiques et aider les populations à évoluer sur cette thématique d'alimentation durable. Et on se dit que si ce ne sont pas les diététiciens qui agissent à ce niveau, qui pourra agir? C'est un peu les mêmes problématiques pour le problème d'obésité infantile. On se rend bien compte que les grandes campagnes de santé publique n'ont que très peu de résultats. Je pense qu'on pourra peut-être en parler après. Mais sans doute que ces campagnes de santé publique
aurait d'autant plus d'impact. Alors c'est un point de vue qui reste personnel, et c'est en tout cas le point de vue que l'on défend avec les tutelles, si on avait une prise en charge reconnue par des diététiciens de façon individuelle, ou alors de façon collective avec de la prévention et de la promotion de la santé, mais ciblée. On voit bien que les effets du PNNS, une affiche, ne suffisent pas à prendre en charge et à prévenir l'obésité quand on voit l'évolution de l'épidémie, sinon de la pandémie. C'est un peu la même chose sur le plan de l'alimentation durable. Cette digression faite, je continue ma conclusion en disant que les diététiciens identifient les sujets sur lesquels il leur semble essentiel d'être formés. Ça sera pour nous autant de boussoles pour créer des outils et des formations. Donc en termes d'outils, Sylvie en a parlé, une plateforme de questions-réponses sur le site NutriPro. Un outil qui nous sera commun, la réalisation d'un webinaire le 30 novembre prochain. Donc on vous invite à y participer de façon nombreuse et nombreuse, avec un programme qui s'annonce très riche, avec la participation, on peut le dire, de Nicole Darmon et de Sandrine Monneray-Patry. Et des outils pratiques, des outils qui sont en cours de réalisation et que je trouve très intéressantes, des fiches recettes durables, mais des fiches recettes qui ne sont pas élaborées par nous, mais par vous. C'est-à-dire que, si je me trompe, on va aller vous demander votre avis et de vous demander d'être créatif et d'inventer des recettes durables et qui pourront être sélectionnées et diffusées ensuite par nos canaux. Voilà, je crois que j'en ai fini. On peut passer à quelques questions. On a quelques minutes devant nous, donc on est tout oui. Je ne sais pas si on peut s'installer peut-être. Je dois rester ici pour les questions? Oui, me dit-on dans l'oreillette. Moi, c'est une question, c'est un constat. Donc, je suis tout à fait d'accord. Il faut qu'on change la formation de base et OK pour la formation continue. Alors Thérèse Libert qui est en charge de la formation continue à la FDN, donc... Je disais que c'était un appel du pied, mais j'ai tout à fait compris qu'il faut mettre en place une formation continue sur le sujet. Moi, je vais faire une remarque aussi. Quand tu parles des heures de formation continue, je pense que c'est plus profond que ça. Et ça se marque dans les générations d'avant, c'est vraiment repenser autrement la formation continue autour d'une nouvelle alimentation. Et là, on n'y est pas encore aujourd'hui, et c'est normal que les diététiciens plus anciens qui ont été formés comme moi sur un modèle, on dit tout le temps, les cuisiniers ne sont pas formés à l'alimentation durable, parce que les cuisiniers ont été formés autour de la viande, cuisinent de la viande et font des accompagnements. C'est quelque chose que j'accompagne au CHU de Lille et on les bouscule vraiment. Mais je pense qu'on pourrait presque se dire la même chose pour les diététiciens, pour une partie des diététiciens. On va bousculer complètement les pratiques professionnelles des diététiciens qui sont formés sur un modèle alimentaire, on va dire, un peu ancien, et viande, comme tout le monde, comme la culture française, et qui va falloir former sur un autre modèle. Et tu parles, toi tu faisais plus de la dénutrition, mais comment on va traiter la dénutrition si on ne peut plus donner autant de protéines à nos patients? Il y a quand même toujours cette... voilà, et cette perception, mais moi je travaille au CHU de Lille, on travaille sur une nouvelle offre alimentaire. Les diététiciens thérapeutiques me disent, mais ça, c'est pas pour nous. Nous, il faut qu'on donne des protéines, donc arrête de nous parler de menus moins riches en viande pour nos patients. Et ça, c'est des vraies questions de fond sur lesquelles le métier doit avoir un regard et s'interroger. Et effectivement, comme tu le dis, la FDN a tout son rôle à jouer autour de la formation continue, au-delà de la formation initiale, parce que je pense qu'on bouscule beaucoup, on bouscule une culture, et ça, c'est compliqué. Et encore plus, il faut apprendre aux personnes qu'on prend en charge, qu'ils soient bien portants ou autres, à se dire changez un peu votre modèle, quoi. Enfin, on peut y arriver autrement, quoi. C'est tout ce travail qui reste à faire. Bien sûr, ce que tu évoques, c'est la capacité du diététicien sur le sujet de l'alimentation durable à adopter des positions différentes en fonction de la population et des besoins de population, malade ou non. Ça, c'est une distinction à faire. Il y a alimentation durable, il y a cette adaptation à faire, il me semble, qui est importante et qui n'est pas évidente. Jusqu'où on peut aller, ça, c'est une question très ténue
et qui fait débat, et c'est plutôt bon signe que ça puisse faire débat parce que ça veut dire que ça a amené à changer. Mais il y avait un résultat aussi qui était intéressant, c'est que quand on interroge les diététiciens, ils nous disent pas il nous faut plus de viande. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est rassurant dans l'idée que le diététicien ne doit pas avoir de position dogmatique, de position tranchée, oui ou non. C'est-à-dire que la consommation de viande dans l'alimentation durable, et en fonction de l'alimentation, de la définition de la FAO, il faut changer les modes d'élevage, changer les modes de consommation, les fréquences, mais il y a une place, bien sûr, à la viande. Et c'est là où il y a un travail de mesure et où on a un rôle auprès des populations à expliquer. L'alimentation durable, c'est sans doute manger différemment, et c'est dans ce différemment que se situe le travail du diététicien. Oui, Laure. Oui, je voulais juste rebondir sur un point. Tout à l'heure, donc, il y avait 4 bulles autour, voire plusieurs, même 4 ou 5 bulles autour de l'alimentation durable, qui est l'interstice de plein de choses. Et il y a beaucoup récemment de nouveaux acteurs de l'alimentation durable qui ne sont pas de l'univers de la nutrition et qui arrivent avec un certain nombre de positionnements, avec parfois un prisme un peu réducteur de cette alimentation durable, même si elle est supposée remplir l'ensemble de ses objectifs. Mais la nutrition se retrouve parfois un peu lésée, j'allais dire, ou en tout cas un peu écartée de ces décisions qui sont prises, de ces positionnements. Et je trouve que c'est essentiel pour nous, diététiciens, en tout cas, de nous positionner dans ce secteur et de prendre en compte les autres bulles et pas seulement la nutrition, parce que sinon d'autres personnes vont prendre la place et au détriment de la nutrition. Et c'est ce qu'on constate parfois. Alors moi, je viens de l'univers de la restauration collective et scolaire, et donc c'est vrai qu'on est en première ligne sur ce sujet. Il n'est pas rare que je sois obligée de repositionner la nutrition comme faisant partie aussi des enjeux et des objectifs à conserver. Et très très vite, on arrive à découdre un travail de plusieurs dizaines d'années dans ce domaine qu'on a mis du temps à instaurer dans la restauration scolaire collective. Et là, avec ces nouveaux enjeux, eh bien, on arrive à découdre fil par fil un dispositif qui était plutôt assez sécurisant. Oui, donc ce que tu Alors, dis... Oui. En écho, excuse-moi, je dirais qu'on a les mêmes enjeux en entreprise. Et c'est pas pour rien qu'on vous parle de la place de la nutrition et de l'importance de la prévention finalement, parce que vous êtes des acteurs vraiment ancrés de la prévention. On a la même approche en interne et on rappelle très souvent que ce n'est pas que de l'environnemental, c'est aussi de la nutrition, et c'est peut-être même sur la nutrition qu'on sait aujourd'hui bien faire. Même s'il faut qu'on rechange un peu notre logiciel. Moi, j'ai une équipe de jeunes très engagés. J'ai dû revoir mon logiciel sérieusement parce qu'on apprend effectivement protéines animales avant tout, etc. Donc, ça remet en cause, mais c'est bien. Par contre, vous avez toutes les bases et vous êtes au cœur du système alimentaire et du système de prévention. Donc, le diététicien, il est clé pour moi. C'est que l'autre fois, dans le groupe développement durable de l'hôpital, il y avait des acteurs différents, dont le responsable, le directeur des soins, et il y a quelqu'un qui est venu pour la fresque du développement durable, et à un moment donné, elle a dit mais moi, voilà. Avec vous la fresque du climat, voilà. Et la question, c'est, là, il manquait un diète, parce que la personne a juste dit sur le moment, mais tiens, moi, mon enfant, je lui donne des laits végétaux. Je dis, alors, c'est pas possible, quoi. Et la viande de bœuf, c'est trop, ça ne va pas, il faut mettre de la volaille. Je me suis dit, c'est déjà fait à l'hôpital. Et après, j'ai dit, mais je ne peux pas vous laisser dire ça en tant que diététicienne, parce qu'on ne donne pas ces produits-là, il y a une alternative. Et l'autre, par rapport à Isabelle aussi, donc c'est la difficulté que vous disiez. Et l'autre difficulté, c'est que par rapport aux 23 recommandations, comme je participe au clan, il y a les 23 recommandations, on a dit, bon, on va travailler sur les 2000 calories, après on va aller sur les textures et les outils. Et le repas végétarien, en fait, ben oui, tu fais un repas végétarien, d'accord, mais que fait-on pour les textures et comment on applique les 23 recommandations par rapport à ça? Et à l'heure actuelle, ben moi, je me suis trouvée devant ces deux difficultés. Oui, je participe au groupe, mais après, il y a des lacunes où il n'y a pas assez de diète experte là-dedans, où on n'a pas toutes les armes. Et l'autre, c'est en fait, que fait-on dans les restaurations, du moins l'expérience que j'ai en milieu hospitalier, par rapport aux 23 recommandations et les alimentations thérapeutiques. Et donc, merci de vous aider. On voit qu'il y a du travail en fonction des secteurs que vous investissez.
Moi, c'est juste pour enfoncer le clou, c'est justement la fresque du climat dont je voulais parler. C'est un bon exemple. En fait, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc, ils se saisissent de quelque chose et ils vont faire des formations. Et là, c'est des bénévoles, donc avec un niveau de connaissance plus ou moins important. Donc, en gros, si nous, on ne prend pas la place, quelqu'un d'autre la prendra. C'était juste ça que je voulais dire. Et il y avait des journalistes, et la journaliste a donné son expérience, sa motivation, mais il n'y avait pas de dette et son expérience personnelle. C'est ça, et donc j'ai dit, bah non, je suis désolée, je peux pas. Mais ils vont former dans les entreprises, ils vont partout. C'est ça, c'est pas l'hôpital, c'était la première expérience à l'hôpital. C'est pas une mauvaise chose. La fresque du climat se veut pas, ça ne forme pas sur l'alimentation. Donc ça met juste en exergue que la consommation de viande telle qu'on la consomme, le volume de viande qu'on consomme actuellement est problématique par rapport au climat. Après, effectivement, il y a des dérives des fois au niveau des animateurs qui peut-être prennent de la liberté d'aller plus loin. Donc ça, c'est effectivement à mettre, à surveiller. Pardon ? Il y a des ateliers d'automne qui, par contre, eux... Oui, il y a d'autres ateliers d'automne qui permettent... Imaginer une transposition de ce phénomène de fresque du climat à de l'alimentation durable. Alors, il y a une fresque de l'alimentation qui existe. Pardon ? Et une fresque Agrialim. La fresque de l'alimentation, donc pareil, c'est des gens qui sont formés, pas forcément diététiciens. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut faire attention. Après, pour être animatrice de cette fresque, moi, j'essaye de faire de la sensibilisation auprès justement de ces animateurs-là et dire la nutrition, il ne faut pas en parler en fait. Il faut dire attention, là on parle des enjeux de l'alimentation, mais on ne va pas parler nutrition. Et ça, normalement, c'est vraiment dit à tous les animateurs. Et on travaille sur une fresque de la nutrition, où là, c'est des diététiciennes qui travaillent là-dessus, et où on essaye d'aller chercher vraiment des choses plus concrètes. Voilà. Pour faire la synthèse de vos réponses, on s'aperçoit bien que, on l'a vu tout à l'heure, l'interstice où doit se travailler la question d'alimentation durable, il est très étroit et concilier toutes les dimensions n'est pas chose aisée, mais représente un challenge, en tout cas pour les diététiciens qui sont garants du versant nutrition et qui doivent élargir en tout cas leur champ de vision, leur champ de compétences dans des aspects qui sont aussi socio-économiques, environnementaux. Alors ils peuvent le faire avec de la formation, mais on peut aussi s'entourer de personnes compétentes et réunir autour de nous des acteurs qui vont nous permettre de travailler la question de l'alimentation durable qui se situe dans ce tout petit interstice, cet espace de conciliation de toutes ces dimensions et toutes ces contraintes finalement. Mais il est clair que notre rôle est bel et bien là et il doit être saisi, sinon effectivement, qui le fera ? Je voudrais juste préciser qu'il y a une remarque qui a été faite, puisque ça a été retranscrit en live, votre intervention, de dire que bien évidemment il faut prendre en compte ce qu'il y a dans l'assiette, mais aussi les modes de culture, ce que vous rappeliez tout à l'heure, les modes d'élevage pour les produits laitiers, etc. Et que c'est pas parce qu'on est un régime méditerranéen qu'on est durable. Voilà. Et donc voilà, c'était une remarque qui est ressortie. Socio-économiques, tous ces aspects à concilier, c'est-à-dire que une viande de porc qui est issue d'un élevage intensif à l'autre bout de la France n'a forcément pas le même impact environnemental que le porc élevé avec dans des conditions qu'on peut dire éthiques, selon des chartes, selon des labels, et qui se situe dans un rayon, comme la mairie de Lyon nous en parlait ce matin, dans un rayon de 200 km. Après, le local, on ne peut pas faire du local à 2 km partout, tout le temps, donc il faut aussi être modeste sur ce loco-régional et le dimensionner aux ressources d'un territoire également. Donc effectivement, c'est la conciliation de tous ces aspects qui est compliqué, mais qui représente un challenge et un challenge pour notre profession en tout cas. Pas que pour nous, pour les acteurs agroalimentaires également, pour tout un tas d'autres acteurs, parce que la responsabilité est vraiment collective. On va devoir libérer la salle, en fait. On nous attend dehors. Merci à tous. Et juste une petite précision, donc le webinaire dont vous a parlé Ghislain, le 30 novembre, allie justement les réponses que vous posiez, comment on combine
aspect nutritionnel et impact environnemental, puisque Nicole Darmon a fait un certain nombre de modèles sur la question. Donc je vous invite à suivre ce webinaire qui aura lieu le 30 novembre prochain. Merci à tous. Merci à toutes et à tous et aux personnes qui nous suivaient par Internet. Merci.